nombreux pour ce premier meet-up d'Alésia pour 2025. Et j'ai choisi comme sujet la TDD. Donc, je vais vous partager mon écran. Vous me dites quand vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. C'est OK. Super, super. Du coup, ouais, bien entendu, j'ai choisi comme sujet la TDD. C'est un sujet, bien entendu, qui fait assez parler de lui sur les réseaux sociaux en ce moment. Et du coup, j'ai choisi de faire une petite présentation pour voir un peu ce que c'est, cette méthode, et parler un peu plus côté React.js, justement. Du coup, pour mener cette présentation à une bonne réussite, on va dire, je vous propose le schéma suivant. Donc, pour bien comprendre cette méthode, je vais commencer par une petite introduction, déjà pour me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Euh, Après, je vais parler un peu de la TDD, donc le développement piloté par les tests ou la méthode TDD. Par la suite, je vais aborder aussi les avantages et les inconvénients de cette méthode. Donc, pourquoi est-ce que c'est bien d'être sur du TDD et pourquoi pas. Et avant de passer à un exemple pratique, je vais parler aussi des outils de la TDD sur différents langages de programmation et frameworks aussi. Et aussi la méthode, enfin la démo, où je vais parler un peu de TDD. On va faire un exemple pratique où on va aller depuis la création d'une user story jusqu'à un code 100% TDD qui est prêt à être mis en production. Et à la fin, bon, ça va être une petite conclusion et puis je vais répondre à vos questions, à vos éventuelles questions. Ça vous va comme ça? Oui, c'est top. Super. Du coup, on va attaquer. Déjà, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Anas Berkati. Je suis développeur full stack JavaScript et je suis chez Alésia depuis bientôt 4 ans si on compte le total. Donc j'ai beaucoup plus d'affinité avec tout ce qui est front, tout ce qui est expérience utilisateur et interface utilisateur. Donc j'utilise React principalement avec son écosystème. Et en ce moment, je suis développeur front chez Enedis. Et du coup, ce qui m'a amené à la TDD, c'est justement durant mon expérience professionnelle, j'ai souvent entendu parler de la TDD comme, comment dire, la méthode à absolument connaître et utiliser. Donc, entre les partisans sur LinkedIn qui ne jurent que des DD et les détracteurs aussi qui refutent cette méthode, j'ai décidé de creuser un peu pour voir ce que c'est et me faire un avis dessus. Et puis, pourquoi pas l'utiliser et l'adopter dans mes méthodes de travail. Je vais vous faire un petit rappel déjà sur les tests. Qu'est-ce qu'un test de façon générale et pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un test ou des tests dans un logiciel ou dans une application? Donc, en gros, un test, ça désigne un processus, comme c'est écrit, qui vise à vérifier et à valider qu'un logiciel ou un produit, une application, fonctionne comme prévu. Et du coup, il permet d'identifier les erreurs, les bugs, les incohérences, on va dire, avant que le code soit mis en production. Et du coup, c'est très important d'avoir des tests dans son logiciel afin de garantir justement que tout fonctionne bien. Et du coup, parmi les avantages des tests, c'est que, bien entendu, ça garantit la qualité de produit. Parce qu'un produit qui est bien testé, c'est un produit qui est de qualité, où on va réduire potentiellement les risques. Ça facilite aussi la maintenance et l'évolution, dans le sens où si on a un test qui échoue, par exemple, on sait très bien dans quelle brique, dans quel module ça parle, et on pourra éventuellement très rapidement le corriger. Et ça facilite aussi l'évolution s'il y a une dette technique par la suite à rembourser, etc. C'est beaucoup plus simple aussi de pouvoir les faire. Les deux derniers points, c'est la réduction des risques et des coûts et des délais, parce que un produit qui n'est pas testé, c'est un produit vulnérable, on va dire. Et du coup, par la suite, s'il y a des problèmes, etc., il faut mettre à disposition des ressources. Il y aura aussi des délais qui seront beaucoup plus importants. Et du coup, c'est pour ça que les tests de façon générale, c'est super important dans un produit logiciel. Et il y a plusieurs types de tests. C'est ce qu'on va voir dans le slide d'après. Et promis, c'est les deux slides où il y a beaucoup de texte. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est un peu petit peut-être,
mais je vais vous parler ici des types de tests qu'on peut rencontrer. Donc, il y a les tests unitaires. C'est vraiment ce qui nous intéresse le plus dans la TDD. Et c'est très important à savoir. C'est que les tests unitaires, c'est la brique essentielle de la TDD. C'est-à-dire que la TDD, elle ne peut pas faire beaucoup plus de tests que les tests unitaires. Et les tests unitaires en soi, c'est quoi? C'est vérifier que un composant ou une brique isolée fonctionne bien. Il y a aussi les tests d'intégration. C'est pour tester l'interaction entre les modules, mais chose que la TDD ne peut pas faire malheureusement. Et il y a différents outils principaux pour pouvoir utiliser aussi, pour pouvoir faire des tests d'intégration. Il y a des tests fonctionnels aussi, des tests end-to-end avec Cypress pour simuler un parcours utilisateur, etc. sur une application. Et on peut parler aussi des tests de performance pour mesurer la rapidité et la charge de l'application, pour voir un peu s'il y a un temps de latence, s'il y a des fuites mémoire, des memory leaks sur navigateur. Il y a des tests de sécurité aussi, de régression. Et puis, comme dernier test que j'ai pu vous montrer, c'est le test d'accessibilité aussi, qui est très important pour vérifier l'accessibilité pour les personnes bah, en situation de handicap numérique, on va dire. Du coup, là, on va aller dans le vif du sujet. Donc, la TDD ou le TDD, si on peut dire, développement piloté par les tests. Et on va commencer par l'origine de cette méthode. Donc, qui a inventé la TDD? Pourquoi ça a été inventé? Du coup, la méthode TDD, c'est une méthode qui repose sur des principes test first. En fait, c'est une méthode, elles sont basées sur une méthode de développement agile qui s'appelle la méthode XP. Donc, il y a un principe qui s'appelle Test First Development qui se base sur des itérations de cycles. Donc, on a dev, test, etc. Et du coup, Kent Beck, c'est la figure clé du développement agile. C'est lui qui a formalisé le Test Driven Development en 1999 dans un livre qui a parlé de TDD qui s'appelle Extreme Programming Explained, où il a parlé de sa méthode à lui, la méthode XP, où il a détaillé, il a introduit la TDD comme une pratique super essentielle pour améliorer la qualité du code et réduire la dette technique. Du coup, la TDD, elle vient principalement de la méthode agile XP, et après, ça a été modernisé et ça a été utilisé un peu partout. Mais ça revient toujours à Kent Beck. C'est la personne qui a pu inventer, on va dire, les TDD ou les tests enfin, les développements, pardon, pilotés par les tests. Concernant les cycles de la TDD, donc, c'est des itérations, comme je viens de vous dire. Et du coup, pour les cycles de la TDD, cycle, il me manque un S, donc j'ai massacré la langue française. En fait, c'est trois cycles de la TDD. C'est le cycle rouge, le cycle vert et le cycle de la réfactorisation. Le cycle rouge, c'est quoi? Enfin, l'itération rouge, c'est quoi? C'est écrire un test qui échoue. Donc, au tout début, ce qu'on commence à faire au tout début, c'est qu'on va écrire un test qui va échouer. Il va échouer pourquoi? Parce que tout simplement, c'est très important, parce que tout simplement, la fonction ou la fonctionnalité ou le composant n'existe pas encore. Et nous, justement, quand on va lancer ce test-là qui va tourner, bah, il va tout simplement nous dire que la fonction enfin, que je viens de coder, elle n'existe pas encore. Et le but, justement, c'est d'écrire ce test-là qui va échouer avant d'écrire la fonctionnalité. Et ça, c'est le premier cycle de la TDD, parce que juste après, il y a la méthode VER enfin, qui a pour but d'écrire le code minimum pour faire passer ce test. C'est-à-dire qu'au début, on va créer un test qui va échouer parce que le composant, on va dire, il n'existe pas encore. Du coup, ce que je vais faire en tant que développeur, c'est que je vais aller créer ce composant-là pour répondre aux besoins de la couleur rouge, c'est-à-dire du premier cycle, pour faire passer ce test-là. Et quand ça passe en rouge, vient la dernière partie, qui est la réfactorisation. Réfactorisation, c'est mettre en place toutes les bonnes pratiques pour s'assurer que le code est amélioré et qu'il n'y a pas de problème, et toujours en gardant un œil sur le retour des tests, que c'est toujours en vert, pardon, et que ça passe toujours. À savoir que la TDD, on ne peut pas écrire une suite de tests à la fois et aller sur le fichier ou le composant ou la fonctionnalité et commencer à la faire. En fait, on avance avec une seule assertion à la fois,
ou un seul jeu test à la fois. C'est-à-dire, on va créer le test, on va aller écrire le code minimum pour faire passer ce test. Dès que ça passe, on vérifie que tout fonctionne bien, on essaie de refactoriser le code. Une fois que ça marche, on passe à la deuxième assertion qu'on va écrire encore. C'est-à-dire qu'on va créer un deuxième test unitaire qui va à son tour aussi échouer. On va encore refactoriser et faut toujours garder un œil sur ça. Et c'est toujours des itérations comme vous pouvez voir sur la petite icône à côté. Donc c'est le rouge, vert, rouge, vert, refactorisation et ainsi de suite. Et ça tourne toujours comme ça jusqu'à la fin du cycle, jusqu'à la livraison de la fonctionnalité. Et ça, on va le voir vraiment en détail lors de la démo que je vais vous faire avec la user story. Et vous allez bien comprendre, ça, vous allez voir ça déjà en pratique et vous allez avoir une idée très claire sur les trois méthodes. Parce que les couleurs, enfin, c'est pas des couleurs qui ont été inventées, c'est des couleurs qui viennent enfin, c'est le retour du test. Quand le test il est fail, par exemple, c'est la couleur rouge qui apparaît. Et quand c'est vert, bah, du coup, c'est la couleur aussi du test pour nous dire que le test il est passé. Et du coup, maintenant, on va parler des avantages et des inconvénients de l'ATDD. Donc, pourquoi est-ce qu'on l'utilise? Pourquoi on ne l'utilise pas? Parce que comme chaque outil de développement, il y a des avantages, mais il y a aussi des limitations qui laissent place à d'autres concurrents de s'imposer dans le marché, etc. Et c'est ce qui fait cette diversité d'outils dans le développement. Et on va commencer par le premier avantage de l'ATDD, c'est que ça rend le code plus fiable et maintenable. Dans le sens où, on a une fonctionnalité, on est sûr que si on est sur du TDD, c'est que le code, il est très fiable, il est maintenable parce qu'on a tout testé ligne par ligne, on a une très bonne couverture de test et que le code, il est beaucoup plus fiable et maintenable que la méthode normale ou, standard, on va dire, qui est, créer la fonctionnalité et puis par la suite laisser traîner les tests, les faire plus tard ou jamais, par exemple. Le deuxième avantage, c'est que ça réduit les régressions et je pense que ça rejoint aussi la première idée, dans le sens où, heu, un code qui est bien testé, c'est un code où les régressions seront très minimes, voire inexistantes. Pourquoi? Parce qu'on a déjà fait les tests et on sait très bien que ça fonctionne bien et du coup, les risques d'avoir des régressions, il est très minime et voilà, concernant j'en ai encore 2, pardon, c'est, l'amélioration de la conception du code et aussi une bonne compréhension du sujet. C'est-à-dire que, quand on a une user story, par exemple, de notre PM et on a des critères d'acceptation à valider aussi, enfin, à mettre en place, heu, on prend vraiment du recul pour bien comprendre le besoin. Donc on a une très bonne compréhension déjà du sujet dont on parle, parce qu'on va déjà élaborer toute une série de tests et du coup, ça nous donne une très bonne compréhension du sujet et ça améliore aussi la conception du code. Chose qu'on va voir aussi par la suite, parce que si j'avais, par exemple, commencé par, créer la fonctionnalité au tout début et puis par la suite je crée les tests, j'aurais pas vraiment une très bonne conception, on va dire, au tout début. Alors qu'avec les tests, je sais très bien que j'ai des tests déjà qui vont passer ou pas et du coup, j'essaie de concevoir la chose différemment. Il y en a encore d'autres, je pense, mais je vous ai affiché vraiment les avantages principaux, on va dire, de la TDD et bien sûr qu'il y a aussi des inconvénients de cette méthode. Le premier inconvénient, c'est que ça peut être plus lent au début. Je m'explique, enfin, normalement, en temps normal, moi, en tant que développeur, par exemple, j'avais toujours l'habitude jusqu'à dernièrement, en fait, j'avais toujours l'habitude j'ai un cahier de charges, j'ai un ticket, par exemple. Ce que je vais faire, je vais commencer par la fonctionnalité et puis par la suite, si j'ai un peu de temps, bien sûr, je vais faire des tests ou sinon ça va être jeté aux oubliettes. Et du coup, le but de la TDD, c'est vraiment de se désapprendre ce qu'on a appris à faire au début pour suivre une nouvelle méthode de travail. C'est-à-dire qu'on va commencer par faire les tests et puis par la suite, on va créer la fonctionnalité ou le composant. Et du coup, ça peut être un peu long au début parce que c'est un peu troublant. Genre, pourquoi est-ce qu'on va commencer par faire des tests alors qu'on sait déjà comment faire pour développer la fonctionnalité? Du coup, ça peut être un peu long au début. Le deuxième point, c'est que ça nécessite une discipline stricte parce que, comme je viens de dire, il faut désapprendre tout ce qu'on a appris auparavant. C'est-à-dire que
je vais arrêter de, développer la fonctionnalité au début, commencer par la fonction et puis par la suite faire les tests. Maintenant, c'est que je vais vraiment avoir une discipline stricte. Je vais faire les tests au tout début, je vais aller pas par pas, baby steps comme c'est écrit sur le livre et avec des petits pas, je vais faire le premier test, je vais m'assurer que ça fonctionne bien, je vais encore passer au deuxième et ainsi de suite. Et du coup, si on arrive vraiment à avoir ça dans la tête, ça risque de prendre un peu plus de temps et que c'est super dur, sur le long terme. D'autres inconvénients aussi, c'est que c'est une pratique qui protège pas de tous les bugs et que c'est une pratique qui permet de tester le code et non l'utilisation de l'application. Comme je vous ai montré, tout à l'heure lors des types de tests, c'est que l'ATDD, c'est une pratique qui repose uniquement et uniquement sur les tests unitaires. Donc, en gros, sur la validation de petites briques, élémentaires du code, on va dire, des petits composants. Donc, en aucun cas ça concerne, par exemple, les interactions entre les composants. Si, par exemple, je crée un composant A avec la méthode TDD et par la suite je crée un composant B aussi avec la TDD et je vois que ça fonctionne super bien, mais est-ce que la combinaison de 2 va bien marcher? Ça, c'est pas la TDD qui pourrait me le dire malheureusement et encore une fois ou encore par exemple la logique métier et du coup, c'est une méthode en fait qui se base uniquement sur les tests unitaires et doit éventuellement être complétée par, d'autres procédures de test, on va dire. Les tests d'intégration par exemple, les tests end-to-end, les tests système, les tests d'acceptation et j'en passe. Du coup, c'est pas vraiment la méthode, enfin, l'outil complet pour pouvoir faire les tests, si on parle de TDD dans un projet. Juste après, je vais vous montrer quelques outils de la TDD, donc selon les technologies. Ça peut varier selon les frameworks aussi. Je vous ai cité quelques-uns, je pense que vous allez, en reconnaître, je pense. Donc il y a Java, C#, Python aussi, il y en a pour JavaScript, PHP, Ruby. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans cette présentation, c'est que je vais me baser sur JavaScript puisque l'exemple pratique, il comprend uniquement la partie, React, du coup, c'est la partie JavaScript. Mais il faut savoir que tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, tout ce que je vous ai montré, ça peut s'appliquer sur tous les langages de programmation parce que c'est une méthode à mettre en place, que ça soit du back pour envoyer par exemple du JSON, un token, et cetera, ou la partie front où on va simuler des interactions avec des boutons, avec, des slides par exemple, et cetera. Donc il y a différentes méthodes ici et chaque outil a sa propre utilité, on va dire. Et du coup, là, on va passer à un petit exemple pratique où je vais vous montrer tout ça en pratique. Ça va être vraiment très simple. Donc, j'ai choisi un exemple vraiment très simple. C'est une user story qu'on va essayer de mettre en place et c'est la gestion d'un compteur. Donc, moi, par exemple, en tant qu'utilisateur, j'aimerais avoir, un compteur qui est affiché et je veux avoir, 3 boutons. Donc, un bouton pour incrémenter, un autre pour, décrémenter, donc pour faire un -1 et un dernier compteur, par exemple, pour réinitialiser. Et du coup, la valeur, elle doit se mettre à jour, automatiquement quand je clique sur un bouton, par exemple. Ça, c'est vraiment un exemple super simple, super basique pour vous montrer la TDD et du coup, pour les critères d'acceptation de ce ticket, j'ai mis les critères suivants. Du coup, de prime abord, j'ai envie que le compteur commence par 0 par défaut. C'est-à-dire qu'au premier affichage, j'aimerais avoir 0 par défaut sur navigateur. Et j'aimerais avoir 3 boutons. Donc le premier, bien entendu, il permet d'incrémenter de 1 à chaque clic. C'est-à-dire, je clique sur incrémenter, 2 fois, par exemple, il m'incrémente de 2 pas. Un bouton décrémenter qui va faire l'inverse, du coup, il va, diminuer la valeur de 1 à chaque clic et sans descendre en dessous de 0. C'est-à-dire, si j'ai la valeur 0 qui est affichée et je clique sur décrémenter, il est censé, afficher 0 toujours. Et j'ai un troisième bouton, enfin, réinitialiser, qui va remettre la valeur du compteur à 0, c'est-à-dire peu importe la valeur, il doit afficher la valeur 0 du coup sur le compteur. L'affichage du compteur est mis à jour en temps réel et je pense que, enfin, côté, front, ça se met automatiquement, donc c'est une règle, je pense que va être, faite automatiquement. Du coup, je vais vous montrer ça sur un exemple pratique. Est-ce que vous voyez mon éditeur? Oui, ouais, Super et vous me dites si je parle, enfin, si je vais trop vite
vous pouvez m'arrêter si vous voulez, hein. Du coup, là, j'ai créé un projet, j'ai appelé TDD, comme vous pouvez voir. C'est un projet React assez simple. Du coup, ce que je vais faire ici, c'est que je vais commencer par les premières itérations dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais entrer dans le cycle TDD. Donc, je vais respecter le cahier de charge donné par mon PM, par exemple, pour le compteur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer mon premier fichier de test. Parce que, comme on vient de dire, il faut commencer par les tests avant de créer le composant. Chose que je vais faire ici. Donc, je vais mettre juste un dossier component ici pour être sûr. Et là, on parle de compteur, donc ça va être compteur.test.js. Et du coup, là, on a parlé d'avoir une valeur par défaut qui est affichée. Du coup, je vais vous épargner toutes les syntaxes de code. J'ai déjà préparé quelques snippets. Donc là, en gros, je lui ai dit, j'aimerais afficher la valeur. Ici, je vais lui dire 0, par exemple. J'aimerais que tu m'affiches une valeur initiale au tout début. Donc, je vais faire quelques imports ici avant de vous expliquer ce qui est fait. Là, en gros, je lui dis, pour mon composant compteur qui a une valeur initiale à 0, j'aimerais que cette valeur initiale qui est de 0 soit affichée sur le navigateur. Du coup, là, je sauvegarde. Je vais lancer mon jeu de test sur la console pour garder un œil justement sur les couleurs, comme je vous ai montré tout à l'heure, à savoir le rouge, le vert, et pour la refactorisation par la suite. Il est un peu long mon poste ce matin, donc je m'excuse d'avance. Et du coup, là, il va se lancer. Et là, je vais avoir un code qui passe pas. Donc, je vais avoir fail, ce qui est logique. Pourquoi? Il dit que compteur, il n'est pas défini. Il n'arrive pas à trouver compteur. Alors que moi, je suis en train de lui parler d'une valeur initiale, etc. Alors que lui, il ne trouve même pas le compteur. Chose qui est logique. Donc là, on est dans le premier cycle de la TDD. C'est la couleur rouge. Donc, ce qu'on va essayer de voir ici, c'est que il n'arrive pas à trouver enfin, l'erreur, c'est le compteur, il n'est pas défini. Donc, ce qu'on va faire, on va créer le minimum de code possible pour lui pour que ce test-là puisse passer. Chose que je vais faire ici, donc toujours dans le même composant, je vais lui dire compteur.csx, un petit snippet encore, et je vais lui dire c'est la valeur compteur. Je vais lui donner une initial value au début. Donc c'est juste un compteur qui prend une valeur et qui l'affiche ici. Et je vais sauvegarder. Le jeu test encore, il va se relancer une autre fois. Ça va toujours échouer parce que je n'ai pas importé mon fichier ici. Du coup, on va attendre pour voir. Il échoue toujours. Et là, normalement, j'ai fait mon import. Et du coup, en gros, comme vous pouvez voir ici, c'est juste un compteur qui affiche une valeur. Donc, il reçoit une valeur et il l'affiche directement dans une div. Et là, on voit qu'on est passé à la couleur vert. Donc, le test, il est passé sans aucun problème. Et du coup, ce qu'on va faire ici, avant de passer au deuxième cycle, c'est-à-dire lancer le deuxième jeu de test, on va voir ici s'il y a des améliorations à mettre en place, s'il y a des choses à modifier pour avoir un code qui est beaucoup plus robuste, on va dire. Donc, je vois déjà ici que je peux m'en passer de cette ligne de code parce qu'elle ne sert plus à rien dans les nouvelles versions de React. Et du coup, je sauvegarde et je m'assure toujours que le test est passé. Et une fois que c'est fait, c'est OK. On peut passer à la deuxième assertion. Comme vous avez pu voir ici, je ne me suis pas amusé à lancer tous les tests ici, à les afficher tous ici selon leur ordre. Je vais aller pas à pas. Donc, je vais écrire un test, je vais aller le valider. Je vais écrire un deuxième test, je vais aller le valider et ainsi de suite. Du coup, là, je vais tester. Ça doit incrémenter la valeur quand je clique une seule fois. C'est-à-dire que, je vais vous expliquer ça tout de suite. La valeur du compteur, il est à 1 par défaut. Je crée un bouton Add. Je vais simuler le clic ici avec cette librairie-là, React Testing Library. Donc, je simule un clic une seule fois. La valeur doit être 2, comme affiché ici. Je vais sauvegarder. Et logiquement, ça doit échouer encore une fois parce que c'est une fonctionnalité qu'on n'a pas encore mis en place. Donc, elle n'est toujours pas mise en place. C'est logique qu'on ait un test qui est passé, c'est le premier, et un deuxième qui échoue. Pourquoi il n'est pas content? Parce qu'il n'arrive pas à trouver Add, le bouton Add. J'aurais pu peut-être le nommer à incrémenter pour respecter le cahier des charges, mais je pense que vous avez compris. Du coup, je vais revenir ici, et là, bah, je vais lui dire tout simplement
Je vais lui donner le bouton, donc le minimum de code possible encore, et je vais aller vraiment à petits pas. Donc là, c'est juste un bouton. Il n'y a pas de clic qui va être trigger, etc. C'est juste pour voir si ça va passer ou pas, si je suis toujours dans la même erreur. Donc là, je vois que je suis déjà passé de la première erreur. Là, il ne trouve pas de quand j'incrémente, quand je clique sur Add. Donc du coup, ce que je vais faire ici, c'est que bah, je vais essayer d'incrémenter cette valeur. Et comment je vais faire? C'est que bon, je vais créer un état où je vais lui dire, tu vas prendre euh, une initial value et c'est cette valeur-là que tu vas m'afficher ici. Et bien sûr, quand je clique sur le bouton, tu vas, merci à mon copilote, donc tu vas incrémenter la valeur d'un pas, chose qu'il va faire ici, et on va garder un œil sur la console pour voir si tout va bien, s'il n'y a pas de problème, et si éventuellement on a une autre erreur qui va surmonter. Du coup, là, on voit que le test est passé. Donc, quand je clique sur le bouton, il incrémente d'un pas. Donc, le test passe bien. Je vais juste voir ici si je peux refactoriser le code pour l'améliorer, pour mettre les bonnes pratiques. Et du coup, euh, je vois déjà que je peux faire quelque chose ici. C'est que je peux passer par une fonction où je vais incrémenter d'un pas plutôt qu'une valeur directe. Et ça fait partie des bonnes pratiques justement dans la documentation de React qui disent de quand on met à jour un état, il faut passer plutôt par une fonction. Et là, on voit que le test, il passe toujours. Donc, c'est une bonne nouvelle. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, j'ai simulé quand je clique une fois sur le bouton. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de sécuriser ça. Donc, je vais créer un autre test où je vais lui dire, quand je clique deux fois, par exemple, sur la valeur, sur le bouton Add, et que j'ai la valeur 1 par défaut, je simule le clic deux fois, comme vous pouvez voir sur les lignes 22 et 23. Donc, je clique deux fois. J'aimerais avoir la valeur 3 sur le navigateur. Comme valeur, du coup, qui est affichée. Du coup, là, je vais lancer et normalement, si mon code d'avant était bien passé, si c'était bien, du coup, la logique ne va pas changer. Je vais rien ajouter, chose que vous pouvez voir ici, parce que tant que j'incrémente, il incrémente d'un pas. Et du coup, à savoir qu'ici, il faut pas, enfin, dans la TDD, il faut pas faire plusieurs tests pour vérifier comment dire, une seule chose. Je m'explique, par exemple, là, pour l'incrémentation, je vais pas aller m'amuser à dire quand je clique trois fois, ça m'incrémente plus 3, etc. parce que ça va juste ajouter beaucoup plus de couverture au test, mais ça change pas à l'idée que dès que un bouton, par exemple, un clic ou deux, vous voyez que ça passe, il n'y a pas de raison à s'amuser à faire beaucoup plus de tests que ça. Du coup, là, je vais passer au cinquième test, enfin au quatrième du coup, où je vais lui dire que j'aimerais que ça me décrémente d'un pas quand je clique sur le bouton Remove ici, affiché. Du coup, quand j'ai une valeur 5 et j'incrémente, je clique une seule fois sur le bouton, donc j'ai simulé un seul clic, j'aimerais que ça m'affiche la valeur 4. À savoir que la fonctionnalité de décrémentation n'existe pas encore. Donc maintenant, on a juste les tests pour la partie bouton incrémentation. Et du coup, là, bien entendu, il est censé échouer. Et pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à trouver la valeur remove que je vais copier ici. Et je vais juste aller faire un copier-coller de ce bouton-là. Pardon, je vais juste mettre remove ici, sauvegarder. Et bien sûr, ici, il faut que je fasse un -1 puisque c'est une décrémentation. Pardon. Qu'est-ce que je fais ici comme ça? Euh, je vais attendre que ça passe. Normalement, il faut que je sauvegarde maintenant. Et là, du coup, avec le bouton enfin, pour décrémenter, pardon, bah, du coup, il est censé passer sans aucun problème parce qu'il a décrémenté la valeur de 1. Du coup, je vais faire pareil pour le bouton Add. Donc, je vais ajouter un autre test pour être sûr que quand je clique deux fois, par exemple, sur le bouton, si j'ai une valeur 5 par défaut, j'aimerais qu'il m'affiche. Ici, par exemple, si on dit 8, par exemple, et je clique deux fois, on peut faire 6, hein. Enfin, les chiffres ici, c'est juste. On suit en fait la logique qu'on a. C'est-à-dire, j'ai 8 ici, je clique deux fois, ça m'affiche 6. Du coup, je vais sauvegarder. Et logiquement, encore une fois, vu que le test précédent est bien passé sans problème, du coup, celui-là, j'aurais pas grand-chose à modifier.
Je vais garder un œil ici pour voir éventuellement si j'ai des choses à améliorer. Ici, je peux mettre une classe, par exemple, un conteneur. Et on garde toujours un œil, bien entendu, sur les tests et la console pour voir que tout est vert, qu'il n'y a pas de problème. Et du coup, là, on voit qu'il n'y a pas de problème jusque-là. Du coup, on va passer à un test où on ne peut pas partir en dessous de zéro. C'est-à-dire que si le compteur affiche 0, par exemple, et que je simule un clic, j'aimerais que la valeur reste 0. Donc, j'aimerais pas aller au moins 1, par exemple. Du coup, là, je vais sauvegarder. Et normalement, avec la logique que j'ai faite juste avant, le compteur, il va se décrémenter. Il va décrémenter. Donc, du coup, normalement, il va passer à -1, chose qu'on souhaite pas justement. Et c'est ce test unitaire-là qui va nous le dire. Chose qu'on va voir dans la console. On va voir qu'il s'attend à un 0, mais il le voit pas quand c'est 0. Parce que là, il est passé à -1. Si j'avais mis, par exemple, ici -1, -1, pardon. Du coup, ce qui nous intéresse, nous, c'est le 0. Et on va venir ici. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on le change ici. OK. Du coup, hem, ici, on va lui dire, si, bah, voilà, tout est OK ici. Si la valeur est supérieure à 0, eh ben, on décrémente. Sinon, on affiche la valeur telle quelle. On sauvegarde les tests aussi. Du coup, si c'est 0, ça va ret c'est censé normalement rester 0. Chose qu'on va voir ici. Si tout se passe bien. Voilà, du coup, le test il est passé, c'est-à-dire que quand je décrémente et que c'est 0, c'est censé rester 0. Du coup, je vais retourner à mon code ici, voir si je peux améliorer quelque chose et là, je vois clairement que ça va pas du tout avec tout ça. Du coup, je vais mettre juste, supérieur à 0, donc tu fais un -1, sinon tu gardes 0. Là, c'est des bonnes pratiques aussi à mettre en place, histoire d'être sûr que le test passe toujours. J'ai oublié de faire un truc ici, quelque chose. Si c'est supérieur à 0, je fais prep state -1, sinon je fais 0. Parce que le but, c'est de décrémenter, c'est pas lui mettre un -1. Du coup, là, on va attendre pour voir ce que ça donne. Et là, on voit que ça passe et qu'on a gardé des bonnes pratiques ici et que le test, il passe bel et bien. Donc, il y a aucun problème jusqu'à présent sur notre composant. On peut mettre, par exemple, tous ces boutons-là, on va le faire plus tard peut-être, ou on va mettre un autre test encore. Ça, hein, c'est encore pour sécuriser, cette partie-là. Du coup, je lui ai dit en gros, si la valeur est 2 et que je clique 4 fois sur le bouton remove, c'est censé toujours rester 0 et ça, je pense, vous l'avez compris, ça doit pas affecter mon code, donc j'ai pas de modification à mettre en place sur mon code et c'est censé rester, en vert. Voilà, du coup, on va passer au dernier critère qui était affiché sur les critères d'acceptation de notre user story, c'est que quand j'appuie sur le bouton reset pour réinitialisation, peu importe la valeur affichée ici, savoir, 100 par exemple ou 1000, c'est censé se mettre à 0. C'est-à-dire peu importe la valeur qui est affichée sur le compteur, j'appuie sur le bouton reset, bah, il me réinitialise la valeur. Du coup, ici, encore une fois, on n'a pas encore le bouton, c'est-à-dire que les 7 tests précédents sont bien passés, mais le dernier non, parce qu'il nous manque un bouton reset que je vais juste copier-coller ici et je vais lui dire, heu, reset et count, ben, je vais lui dire 0 directement ici, pas perdre de temps. À savoir que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais jusqu'à présent, c'est les tests qui nous guident, en fait. J'ai rien encore affiché sur le navigateur, je ne sais pas à quoi ressemble l'application, je ne sais pas si, la fonctionnalité va marcher ou pas, mais, j'ai confiance en vos tests et je me dis qu'avec les tests, normalement, ça devrait marcher. Du coup, là, j'ai une bonne liste de tests.
quand je clique sur 0, donc c'est OK. Je clique sur 0, ça me met à 0. Et du coup, jusqu'à présent, comme vous avez pu voir, j'ai créé la fonctionnalité qui respecte toutes les, comment dire? Toutes les critères d'acceptation tous les critères d'acceptation, pardon, dans la user story. Du coup, ce que je peux faire ici, je vais mettre tout ça dans une archive, juste pour plus de lisibilité. Et là, du coup, ce que je vais faire, eh ben, je vais lancer mon application pour la première fois pour voir ce que ça donne sur le navigateur. J'attends que le test passe et ici, du coup, pour appeler l'application, pour appeler le composant, pardon, au lieu d'avoir le hello world qui est affiché ici, je vais lui dire, heu, compteur initial value 0 pour respecter bien entendu le cahier de charge parce que la valeur initiale par défaut, c'est censé être 0. Du coup, ici, je vais lancer mon application pour la première fois pour voir est-ce que les tests m'ont bien guidé justement à créer ma fonctionnalité ou est-ce que j'ai raté quelque chose lors, de mon processus de développement. C'est un peu lent ce matin, je m'en excuse encore une fois. Du coup, là, on va attendre un petit peu. Là, il va lancer l'application et là, je vois que j'ai 3 boutons. J'avais déjà mis un fichier, CSS pour les tests, comme ça, c'est enfin pour le CSS, comme ça je vous épargne un peu le petit coup de pinceau. Du coup, là, je me retrouve avec un compteur affiché à 0 par défaut, avec 3 fameux boutons: Add, Remove et Reset. Du coup, là, je vais simuler un peu mon application pour voir, si ça marche ou pas. À savoir que les tests, ils sont déjà mis en place. Du coup, si je clique sur Add, bah, ça me met à jour instantanément la valeur 1, 2, 3 et ainsi de suite. Donc autant que je clique, là, je suis en train de cliquer plusieurs fois. Du coup, j'ai pas de problème. Par exemple, la partie Remove aussi, je vais appuyer plusieurs fois aussi et je vois bien que ça me décrémente aussi la valeur et le fameux reset, c'est-à-dire peu importe la valeur affichée ici, je mets un reset, ça le remet à 0 directement. Peu importe le fois où je clique, ça me met reset à 0 et bien sûr, quand je remove un pas et là, je vais encore cliquer, hop, ça me garde toujours 0 par défaut. Et là, vous avez vu comment, pour ce petit exemple par exemple, comment les tests unitaires m'ont aidé pour, enfin comment la TDD pardon, m'a aidé pour pouvoir, créer ma fonctionnalité avec en ayant une bonne couverture de test quand même sur mon composant. Et du coup là, on va retourner ici, après la démo. Du coup, pour récapituler un peu, tout ce que je vous ai montré, bah, que ça soit niveau théorique avant ou sur la partie pratique avec le petit compteur, on voit que pour la TDD, c'est vraiment ça se base vraiment sur 3 étapes principales. Donc il y a l'écriture des tests et avoir une couleur rouge à chaque pas. Le deuxième pas, c'est écrire le code minimal qui va faire passer le test rouge en vert. Et la troisième étape, c'est la refactorisation, bien entendu, pour la mise en place. Je me répète, plusieurs fois, mais c'est parce que vraiment c'est les méthodes, enfin, c'est les pas principaux pour, de la TDD. Refactorisation, bien entendu, c'est pour améliorer, ajouter des bonnes pratiques et cetera. Hem, du coup, c'était tout. Bah, pour la conclusion, en vrai, j'ai pas de conclusion, enfin, je vais partir en freestyle, je pense, pour la conclusion. Heu, pour moi, l'ayant déjà expérimenté la TDD, je pense que ça a quand même une bonne influence sur moi, on va dire, sur le niveau, productivité, conception de code, certes, mais ça m'a mis un peu en retard aussi par rapport à mes tickets, par exemple. J'ai ressenti un petit décalage entre, heu, comment dire? Le chiffrage qui a été fait par rapport aux fonctionnalités et le temps que j'ai passé dessus. C'est-à-dire qu'il faut voir justement pour la TDD, est-ce que c'est une bonne méthode à avoir sur, son projet, pour pouvoir la mettre en place et la pratiquer? Ça va dépendre si on veut vraiment juste enfin, travailler de façon normale et aller jusqu'au bout et par la suite faire des tests
ou bien prendre un peu de recul, pardon, avoir un peu plus de temps pour soi, pour faire les tests et par la suite développer, chose qui va prendre un peu plus de temps. Donc c'est un juste milieu à avoir, ça dépend du projet. Il y a quand même des projets où on peut faire de la TDD, d'autres non. Donc d'autres où c'est pas pertinent justement de faire de la TDD et du coup ça reste, quand même une bonne méthode avec ses avantages et bien sûr avec ses inconvénients. Et je vous remercie pour votre, attention et je suis là si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en parler. Oui, Rami. Merci pour ta présentation. J'ai suivi la première partie, un peu moins la deuxième partie. Je suis QA, donc quand je vois du code, je tourne la tête. Euh, En fait, ma question, c'était, c'est qui écrivait pour toi les tests avec le langage humain, en fait? C'est toi ou c'est un QA ou c'est le PO? Le langage humain, c'est-à-dire? Quand tu veux mettre en place un test, heu, au début, d'abord tu le penses en tant qu'humain avec des phrases Oui, avant de le traduire en code oui. et là, en fait, c'est qui fait ça? C'est toi? Enfin, tu parles des critères d'acceptation que j'ai affichés au début? Heu, tes critères d'acceptation, en fait, tu les traduis en test? C'est ce que tu fais? Oui, c'est ça. OK, donc OK, je vois et à aucun moment tu utilises, du Gherkin, en fait? Du? Gherkin, ça te parle pas? Non, ça me dit rien du tout. C'est OK. quoi? C'est un langage, justement, en fait, qui vient entre les critères d'acceptation et les tests unitaires OK, ou autres et on l'applique comment dire? Pour que ça soit, compréhensible quasiment à tout le monde. OK. Je pensais que tu connaissais. Hem, je vais t'envoyer ça Oui, je veux bien, s'il te sur plaît. le ouais. C'est vrai que moi, je me suis basé sur les critères d'acceptation. J'ai vu qu'il y a 3 parties, par exemple, et je me suis dit: «Je vais aller les traduire en code directement» Mmh. et du coup, je ne savais pas qu'il y avait des outils intermédiaires entre les 2. Ouais, c'est le 1er exemple que j'ai trouvé sur Google, mais tu Working, peux OK. hem, voilà et sinon, on peut pas faire de test d'intégration avec. Non. OK. Et c'est là, en fait, où il faudrait peut-être pousser la réflexion et faire du BDD. Alors oui, mais justement, si on parle de TDD, comme je vous ai expliqué, Mmh. c'est uniquement pour la partie test unitaire. Ouais. Donc effectivement, pour la BDD, enfin, après ça, c'est Mmh. un autre sujet. J'ai un peu de Ouais. maîtrise sur la BDD, on va pas se mentir, Ah bah, je veux mais bien, une autre présentation sur les BDD alors. bah, ouais, pourquoi pas. Mais c'est vrai que là, en ce moment, enfin, si on parle uniquement de TDD, ça va uniquement avec les tests unitaires. Du coup, tout Oui. ce qui est intégration end-to-end et cetera, pour simuler le parcours utilisateur, par exemple, et cetera, c'est vrai qu'il faut penser à une autre méthode de travail que la TDD. Parce que la TDD, elle pourra pas répondre à ces questions-là. OK, OK et donc là, en fait, on peut imaginer un scénario, on peut utiliser la TDD avec la BDD derrière? Je pense que ça peut être possible parce qu'en fait, la TDD, c'est fait 100 par les développeurs. Mmh mh, C'est-à-dire mmh. que c'est la première couche, c'est le niveau zéro des tests, c'est les tests unitaires. Du coup, OK. c'est le plus bas, il y a pas plus bas que ça. C'est fait uniquement par les développeurs et puis par la suite, si on veut ajouter d'autres types de tests, effectivement, on pourrait peut-être réfléchir. Après, je sais pas, je suis pas sûr si on peut mettre TDD, BDD sur le même projet. Mmh Je veux mh, pas mmh dire mh. de bêtises, mais ça peut être envisageable à mon avis. OK. À Parce que voir, à creuser. ça m'intéresse beaucoup, en fait et je veux bien implémenter ça sur le projet sur lequel je suis actuellement, mais je suis en phase
développeur assez récalcitrant, Ok. très réticent à tout ça. Donc, Mm. Parce que si je me trompe pas, la hmm. BDD, c'est à faire aussi avec les testeurs, si je dis pas de bêtises, c'est ça? C'est ça, c'est ça. La BDD, la TD, je ne sais pas, mais la BDD, oui, justement, elle va s'appuyer sur le Gherkin. Et, euh, et c'est à mettre en place soit avec des testeurs plus développeurs, soit testeurs automaticiens directement. Donc c'est à eux de mettre en place les tests automatisés. Généralement, c'est des tests de bout en bout. Ok. Eh ben, ça reste un sujet très intéressant, donc Hum, hum, hum. pourquoi pas faire un autre meet-up pour parler de ça. Ah bon, ça m'intéresserait. Je te remercie. Avec plaisir. J'ai vu que Thierry a levé la main, ou Moussa, les deux. Non, Thierry, vas-y, hein, si tu as été le premier à lever la main, je te laisse. Ah, Non, ok. il a un souci de micro. Ok. Du coup, merci beaucoup pour cette présentation, Anas, que je trouve conforme à l'actualité au sein de la communauté de dev et très riche aussi par rapport au sujet en lui-même et à l'appui à un exemple qui permet vraiment de voir tout ce que tu as dit dans la théorie. Euh, En tout cas, félicitations pour la maîtrise du sujet. Et tout ce que moi je voulais dire en fait, c'est par rapport à TDD. Tu disais que TDD c'est uniquement pour les tests unitaires. Ça m'a mis un peu le doute par rapport à la compréhension vraiment du concept en fait pour moi. Le TDD c'est une méthodologie, c'est un concept qui permet vraiment de mettre en avant le test en amont par rapport à l'écriture du code de production. Du coup, on peut imaginer un test d'intégration, par exemple, qui va simuler un comportement qui va faire intervenir, par exemple, l'accès à une repository, mais que tu vas peut-être moquer pour ne pas forcément aller taper dans une vraie base de données. Et du coup, est-ce que tu penses que vraiment TDD, c'est vraiment uniquement que pour les tests unitaires, on ne peut pas faire écrire les tests en amont en faisant des mocks et en essayant de moquer tout ce qui est lié à une interaction externe euh, dans le test. C'est une très bonne question. Je me suis vraiment posé la même question aussi avant, parce que j'avais des doutes sur la TDD. Je me suis dit, mais peut-être ça se trouve, ça se base aussi sur d'autres outils. Ouais, ok, Mais la TDD, c'est uniquement pour les tests unitaires. Donc, si par exemple, là, tu parles de mock, pour mocker par exemple un accès à un repository, etc., on va se oui, baser uniquement pour tester. On va tester la fonction qui permet de faire un appel et c'est comme ça, on va faker par exemple un appel. Parce qu'en fait, si tu veux tester une fonction qui va taper par exemple dans un repository, il faut que déjà ce soit en production par exemple pour faire ça. Et du coup, le but des tests, de la TDD, c'est on va moquer ce test-là comme si on a déjà tapé dans un repo pour avoir le retour. oui, Et par la suite, on va traiter ce retour-là. c'est ça. Mais pour dire que ça prend un autre type de test, je suis vraiment pas sûr parce que quand j'ai regardé sur différents forums, par exemple, ils parlent uniquement de tests unitaires. Donc ça, c'est sûr pour le coup. Ok. Et je pense que ça rejoint l'idée de Rami, c'est qu'il faut peut-être penser à une autre méthode de travail pour aller vraiment simuler, par exemple, une fonctionnalité avec une autre, par exemple. Parce que là, ce qu'on peut tester avec les tests unitaires, c'est vraiment les petits, enfin avec la TDD justement, pardon, c'est uniquement les briques élémentaires. C'est le comportement d'une fonctionnalité qui est isolée. Après, tester le comportement d'une fonction qui est isolée, c'est vraiment du test unitaire, ça s'appelle comme ça, test unitaire, comme tu l'as dit, hein. Oui. Mais parmi les tests, il y a plusieurs sortes de tests et on pourrait arriver, par exemple, à écrire des tests unitaires pour tous nos composants. Ensuite, faire en sorte que une fonctionnalité qui implique, par exemple, l'interaction de ce composant-là soit fait aussi en mode TDD. Moi, je l'ai déjà vu dans certains forums où ils en parlaient. Euh, C'est-à-dire que l'idée étant d'écrire ton test en avance. Et du coup, ça te permet vraiment de savoir quels sont les composants que tu vas pouvoir
moquer correctement pour que ça puisse correspondre au comportement que tu as défini dans l'interaction. Je ne sais pas, en tout cas, il y a des idées comme ça qui permettent au fait de mettre en la lumière les tests d'intégration dans les TDD. Après, honnêtement, c'est beaucoup plus adapté, au fait, comme tu dis, hein, par rapport aux tests unitaires. Mais il faut quand même garder à l'esprit que TDD, c'est vraiment un concept qui te permet simplement d'écrire des tests. Ensuite, tu écris le code de production. Et si ce code de production, par exemple, fait intervenir l'appel à une base de données ou l'appel à une API externe, tu vas certainement pouvoir le moquer pour pouvoir ensuite euh, compléter ton test. Oui, Voilà, c'est ce que je voulais dire je par suis rapport à ce complètement point. d'accord. Et faut juste pas oublier aussi que, enfin, il y a une petite confusion entre la TDD et la TFD, qui est Test First, dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui, oui, c'est Qui, vrai. en fait, la particularité, c'est que dans TFD, par exemple, on crée le fichier de test en entier, avant même de créer le composant. Ouais. C'est-à-dire que, comme VS, ce que j'ai montré tout à l'heure sur mon IDE, on va lancer tout le jeu de test, et puis on ira pas à pas pour essayer d'en corriger, enfin, d'en passer de rouge à vert, et ainsi de suite. Ok. Et la TDD, ça vient, enfin, ça fait vraiment des petits pas. C'est-à-dire, on crée le premier test, on s'assure qu'il passe, on écrit le deuxième, et ainsi de suite. Et après, j'ai juste deux petites remarques par rapport au TDD. C'est juste que c'est assez la courbe d'apprentissage elle est super longue. Quand on vient sur un projet, on ne va pas décider comme ça tout d'un coup de faire du TDD. Il faut que ça soit quelque chose qui est accompagné quand même par l'équipe, par la hiérarchie, pour garder en mémoire que c'est quand même très impactant pour l'équipe parce que il faut, c'est très difficile d'écrire du test, sachant que déjà dans la tête, on sait comment on va le faire. Oui, Et c'est comme tu dis, c'est vraiment un changement de mindset pour vraiment écrire l'essentiel de ce dont on a besoin au lieu d'aller directement dans l'écriture du code de production. oui, carrément. Ouais, ouais, c'est ça. Et l'autre sujet, c'est par rapport j'ai dit l'apprentissage du TDD. Ensuite, par rapport à ton cas d'acceptance, par exemple, tu as écrit les boutons décrémenter, incrémenter. Quand on est en DDD, au fait, il faut savoir il y a ce qu'on appelle le ubiquitous language. Il faut vraiment écrire les tests pour se conformer aussi au langage du métier, au fait. Donc, tu as mis le add et remove, c'est bien, hein, on comprend tout ce que tu veux dire. Mais il faut garder toujours à l'esprit que le code, il est fait pour aussi être lu par n'importe qui viendrait dans ce test-là. Oui, Voilà, oui, c'est ce que je je voulais dire. je suis complètement d'accord. Complètement d'accord. Et aussi un autre avantage, je trouve, de la TDD, je pense que j'en ai pas parlé peut-être, mais quand j'arrive par exemple sur un nouveau projet où ça utilise la TDD par exemple, je sais par exemple que si je tombe sur un composant que je comprends pas par exemple, je vais aller juste voir son fichier de test et ça va me servir comme une sorte de documentation, on va dire, parce que je vais comprendre tout le comportement du test, C'est enfin ça, ouais, en effet, du ouais, composant, pardon. effectivement. Est-ce que vous avez d'autres questions, des remarques? Par exemple, enfin, sur peut-être la présentation, enfin, je Alors, je vois Anas que, pardon, Thierry a laissé un petit commentaire dans la mmh, j'ai pas discussion. vu, j'ai pas vu, Visiblement, il a un pardon. problème de micro. OK. Là où j'avais pas vraiment de questions, chez mon client, j'ai mis en place un test automatique qui écrit les tests en lien suggérable, projet importé, là, on appelle test exécuté, là. OK. Ah, c'est en relation avec, ouais, ce que Rami, vient de dire aussi. Moi, il faut dissocier les 2. D'accord, OK. OK, OK, c'est très clair. Et est-ce que vous avez d'autres, questions?
Pas de mon côté. Question ou peut-être même aussi partage de pratiques au sein de vos Oui, projets oui. existants ou précédents. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui utilise la TDD actuellement dans son projet? Non, pas chez moi. Actuellement, non, non, moi personnellement, non, mais sur des projets que je fais en site avec d'autres potes à moi, souvent on essaye de mettre en place cette méthodologie-là, le TDD. Du coup, c'est à D'accord. l'issue de ça que je commence à vraiment découvrir ce truc. Et ce que j'ai constaté aussi, c'est que souvent, en fait, quand on écrit des tests d'un TDD, on a tendance à exécuter uniquement le test qu'on a écrit. Ça se voit moins avec du JavaScript, comme toi tu le fais là. Après, je sais pas euh, si tu as déjà configuré pour que ça puisse exécuter tous les tests, mais en tout cas, côté Java, on est souvent tenté à exécuter uniquement le test qu'on a écrit. Et c'est ça, en fait, qu'il faut Ah. éviter. Il faut souvent exécuter l'ensemble des tests Oui, pour oui, c'est s'assurer ça. qu'il n'y a pas de régression, en fait. En fait, tu peux par exemple être au niveau 4, par exemple, tu es dans ton cinquième test, par exemple, au quatrième test, Ouais, et puis sans te rendre compte, il y a le premier test qui a échoué suite à une mise à jour que tu as faite exactement. sur ton code. Du coup, moi, sur mon IDE, j'ai toujours un watch all où à chaque fois que je fais un contrôle S, ça me réexécute tout le jeu Voilà. de test sur tout le projet. Et du coup, c'est super important aussi de garder ça en tête. Comme ça, on va pas finir avec des surprises sur le projet jusqu'à la fin et puis se rendre compte qu'il y a un énième test qui n'a pas fonctionné. Ouais. Après, je sais pas comment ça se passe niveau Java, etc. Mais je suis sûr qu'il y a, enfin, est-ce qu'il y a peut-être des outils pour lancer tous les tests ou pas? Ah oui, Ça, je oui, oui, peux pas oui. vous dire. C'est pas automatique, mais il faut le faire manuellement, en fait, hein. En tout cas, de ma connaissance, je sais pas du tout. Mais tu peux soit lancer un test, un seul test, ou lancer l'ensemble de tous les tests. Ok. Parce que par Euh, exemple, sur React, tu peux lancer uniquement les tests qui sont pas, qui ont échoué, par exemple. Tu peux lancer tous les tests, tu peux lancer aucun test. C'est vraiment à toi de choisir si tu veux tout lancer ou pas. Mais moi, je l'ai configuré comme ça. Du coup, à chaque contrôle S, il me reteste tout pour être sûr de ne pas oublier quelque chose. ouais, ouais. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. C'est un Bah, bel avec partage plaisir. d'expérience. Bah, ça rejoint un peu, c'était suite à ta demande, je pense. On avait déjà fait un meet-up avec un dev front qui a présenté Vue.js et tu Oui? avais posé la question, je me souviens très bien, que tu avais parlé de TDD, sauf que j'avais pas encore la réponse, donc Ah, d'accord. j'ai un peu creusé un petit peu pour pouvoir répondre à la question. Ah Et ben, j'espère avoir répondu à tes questions. ah ben, je me rappelle plus, mais en tout cas, l'essentiel, en tout cas, elle est là. Tu as bien une bonne connaissance de la méthodologie. C'est très bien. Mais du coup, tu pratiques ça actuellement chez le client, c'est ça, hein? Enedis? J'essaie de le faire de temps en temps, parce que c'est pas une pratique qui est mise en place en ce moment, Ah, chez mais Enedis, c'est ça? Oui. Ok. J'essaie de le faire de moi-même quand j'ai un ticket. Et bien entendu, enfin, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai ressenti une petite. Enfin, c'est comme ça, j'ai un petit retard sur mes tickets par rapport Ouais. à la méthode. Mais en soi, elle est très bien faite. Du coup, la couverture de test, elle est impeccable et tout. Mais c'est juste, enfin, faut voir si on va sacrifier le temps ou la qualité de code. Donc, il y a des Bah, sacrifices à faire, on va dire. faudrait qu'on discute alors parce que moi, je vais aussi chez Enedis là. C'est vrai? Pour la prochaine mission, oui, oui. Donc, pour intégrer une équipe back. Et du coup, là, c'est vraiment du TDD, quoi. Donc, ils sont tous à fond dedans. C'est l'équipe hiérarchie même qui soutient ce projet, le concept. Et voilà, donc ça m'étonne un peu que tu me dises que dans ton équipe, il n'y en a pas. Peut-être que pour le front, c'est pas exigé. Mais en tout cas, dans l'équipe dans laquelle je vais, c'est full TDD, quoi. Eh ben, on pourra en discuter. Tu peux m'envoyer un email et on Ouais, en ouais, discute. ça marche. Avec plaisir. Et je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez d'autres questions. Oui, Thierry. Ton micro est coupé, Thierry. Bon, Ah, il écrit dans le groupe de Et- conversation. Ah, Je ok. pense qu'il a une vraie difficulté. Est-ce que tu as mis à Ah l'occasion non, de fausse manip. se manip, ok.
Bon, bah, je pense qu'effectivement, on a dû faire le tour des questions. Je me joins aussi un petit peu du coup à tous les participants pour te remercier à nouveau, Anas, de ta présentation, qui effectivement a en plus pu susciter pas mal d'échanges. Donc, c'est aussi tout le but et l'intérêt de ces meet-up. Donc, merci une nouvelle fois pour toute la prépa et pour cette présentation que tu nous as faite, qui, je le rappelle, du coup, a été enregistrée, sera diffusée en interne à tous les collaborateurs de la société et sera également disponible sur la chaîne YouTube. Avec plaisir. Donc, merci Anas et merci à vous tous pour votre participation. Oui. Merci Anas. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, bon après-midi. Bon après-midi, au revoir. Bonne Très bon après-midi. après-midi. Merci, au revoir.